Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette énième émission de On les compte plus. l'économie. On les compte plus. On n'y arrive plus. Si, j'y arrive, mais bon. De l'économie expliquée par mon père, en présence de notre DAF à moitié décédé. Amanjivou, voilà. Alors aujourd'hui, ce moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons enfin vous parler de Milton Friedman. Alors, moi, je vais d'abord me charger un petit peu de refaire une mise en perspective, donc qui était Milton Friedman, où il est né, voilà. Et ensuite, je donnerai la parole à Charles, qui vous parlera un peu plus en détail de en quoi Milton Friedman est un apport essentiel, non seulement au libéralisme, mais à l'économie en général, et aujourd'hui, dans cette période inflationniste, auquel on va être confronté à nouveau, en quoi sa vision du monde, en quoi sa perspective est véritablement fondamentale et ce qu'elle peut nous apporter dans le challenge qui va être le nôtre, pardon d'utiliser un mot anglais, mais aujourd'hui, parce qu'on va vers des temps difficiles. Et lui aussi en a connu, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est arrivé sur le marché du travail au moment de la grande crise, et qui en a tiré énormément, et sur le plan personnel, et évidemment sur le plan de son travail, et de son éthique aussi, et de l'importance ou de la non-importance que pouvait avoir une banque fédérale, dans son cas, puisque c'est un Américain. Donc revenons à Milton Friedman, qui était encore une fois fils d'émigrés roumains, arrivé, donc né, lui en tout cas à New York, le 31 juillet 1912. Il est décédé à San Francisco le 16 novembre 2006. Donc il accomplit des brillantes études, il finit le lycée très tôt, à 16 ans. Il se forme au début, comme il était d'une famille qui n'était pas très argentée, dans une université d'État de Rutgers, dans le New Jersey, où il obtient au début un diplôme de Bachelor of Arts en 1932. Donc aux États-Unis, souvent on fait au début des études beaucoup plus générales et on se spécialise sur le plus tard. C'est ce qu'il a fait. Il étudie ensuite les mathématiques et il étudie l'actuariat, qui est la spécialisation des mathématiques qui s'appuie sur les probabilités et les statistiques pour estimer l'impact des flux financiers et les niveaux de risque. Et puis enfin, il se tournera vers l'économie à l'université de Chicago, où là, il approfondit les statistiques à Columbia, et là, il y rencontre George Joseph Stiegler, qui est aussi un économiste américain. Et surtout, il rencontrera celle qui deviendra son épouse, qui était aussi une économiste, avec qui il a écrit Free to Choose, un ouvrage fondamental pour le monde et pour eux, avec Rose Directeur, qui est donc, avec qui ils ont eu 2 enfants. Donc en sortant de ses études en 1935, il n'a pas de poste d'enseignant et il travaille alors il fait des études fédérales, il est conseiller au département du Trésor. Et là, il débute en 1945, donc quand même 10 ans. Donc il fait 10 ans au Trésor, ce qui lui permet de faire tous les sales boulots, de voir comment ça se passe, de voir... Pendant la guerre. Pendant la guerre. Il a eu un rôle essentiel, par exemple, dans le contrôle des prix pendant la guerre, etc. Donc, Et il s'est retrouvé en 1935 à une époque où la Fed, enfin tout avait fait pas mal d'idioties et avait conduit le pays quand même dans un certain marasme, alors qu'ils avaient promis à l'époque, mais on va y revenir, que justement, à la suite de tous les bank runs qu'il y avait eu au début des années 20... En 1907 et dans les années 20... Ça n'arriverait plus. Donc encore une fois, gros potentiel. Donc là, une fois qu'il arrive et qu'il est enseignant, donc à Chicago, il va écrire plusieurs essais. Alors, d'abord en 1953, il publie les Essais d'économie positive, Essays in Positive Economy, un ouvrage qui suscite de nombreuses controverses. Alors, dans cet ouvrage, en fait, l'idée forte, c'était, comme on disait quand j'étais jeune, c'était qu'il ne suffisait pas d'avoir des bonnes intentions. En gros, en économie, c'est pas parce que vous dites oui, il y en a marre de la misère dans le monde et il faut aider les pauvres, que forcément, c'est ce qui fonctionne. Donc, l'idée de Milton Friedman dans la positive économie, un peu comme dans la philosophie positive, c'est de se dire, bon, voilà, on est désolé, mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez des bonnes intentions que ça va être suivi d'effets en économie de façon positive. Voilà, c'est ce qu'il y a dans le vieux proverbe français, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous savez, donc c'est par exemple, un exemple typique, c'est si les prix de l'énergie montent, on va bloquer les prix de l'énergie pour éviter que les petites gens ne souffrent. Et quand je dis les petites gens, ça n'a rien de péjoratif. C'est simplement les gens qui ont une vie modeste, mais qui sont... Comme ton père. Comme mon père, comme toute ma famille. Vous étiez 5 enfants sur une solde de colonel. Ça n'allait pas bien loin. Bon, voilà. Donc on était plutôt quand le 15 du mois, on commençait à plus manger de viande. On commençait littéralement. Mais enfin, ça, c'était dans les années 50. Donc l'idée, c'est que dans le fond, il faut essayer de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Et toute sa vie, il a essayé de réfléchir sur la façon pour que la puissance publique, ceux qui ont le pouvoir, et politique, économique, etc., prennent des décisions qui permettent, encore une fois, aux petites gens, d'avoir un sort meilleur. Et surtout, d'avoir la liberté de choix pour monter. Qu'ils ne soient pas bloqués dans des situations dont ils ne peuvent pas sortir. Donc, cette façon de raisonner qui est de regarder les conséquences et non pas les intentions, c'est un peu celle qu'avait aussi Alfred Sauvy, qui a été un autre de mes grands hommes. Et on essayait de comprendre comment ça marche dans la réalité pour avoir une vraie influence et non pas pour foutre en l'air un système qui, sans ça, marche plutôt bien. Voilà. Donc, ça, c'était en 1953. Donc, c'était Essays in Positive Economy. C'était vraiment un ouvrage quand même destiné aux professionnels. Voilà. Et ensuite, il publie, donc en 1962, donc on est 9 ans après, cet ouvrage absolument fondamental, republié récemment, donc qui coûte pas très cher, celui-là coûte 9 €. Donc, Capitalisme et liberté, qui est un ouvrage absolument fondamental qui revient sur l'impact de l'État dans absolument toutes les dépendances de la vie. Donc, le chapitre sur le contrôle de la monnaie, qui je crois, je l'ai relu hier, était le 3, voilà, et les conséquences fiscales, le 4, sont extrêmement velus. Donc, effectivement, c'est quelque chose à lire dans ces cas-là de façon... vous pouvez... c'est pas un roman, hein, donc vous pouvez le scinder, lire certains chapitres. Et après, vous avez toute la dernière partie qui est beaucoup plus sociétal, donc l'impact de l'État dans l'éducation. Donc lui a été, avec sa femme, dans Free to Choose, un véritable acteur et propulseur de ce qu'on appelait les chèques éducation, qui s'est beaucoup vu dans les pays nordiques, c'est-à-dire qu'on part du principe... Et dans certains États aux États-Unis. Voilà. On part du principe qu'on va être d'accord que l'État est nécessaire, parce que, ah oui, alors, tu reviendras sûrement sur ça, pour dire que Milton Friedman, à l'inverse de certains libertariens, il n'est pas libertarien, il est petitement libertarien, il le dit lui-même, n'est pas du tout contre le fait d'avoir un État. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. L'État est là pour produire un cadre légal, pour produire le cadre, encore une fois, de la violence légitime, et des lois, de la police, des forces de police, et l'éducation, pour lui, en fait partie. En revanche, encore une fois, c'est la question qu'on pose, on dit, êtes-vous d'accord pour que l'État permette l'éducation de tous à un même niveau? Oui, oui. Est-ce que ça doit passer par une éducation nationale? Bah, pas forcément. Oui, les 3 questions essentielles, c'est est-ce que tout le monde doit avoir une bonne éducation? Est-ce que cette éducation doit être payée par les impôts? À ça, je crois que tous les gens raisonnables disent oui, oui. Et troisièmement, est-ce que ça doit être donné par un cadre de fonctionnaires ou par un cadre concurrentiel? Et lui, il a dit non, il faut que ce soit donné par un cadre concurrentiel. Et donc, chaque famille a un petit ticket qu'elle donne à l'école de son choix. Un peu comme un ticket restaurant. Un peu comme un ticket, vous allez... Pour chaque enfant. Puis on vous dit, voilà, chaque enfant a le droit à 15 heures de français, 20 heures de maths. Et à ce moment-là, il y a des écoles qui se montent et voilà. Le rôle de l'État devient un État prescripteur, c'est-à-dire qu'il fait respecter, par exemple, le programme. Mais ce n'est pas le cadre fonctionnaire qui fait le boulot. Ce qui permet de réintroduire la concurrence dans l'éducation sans y réintroduire l'argent. Ce qui est quand même, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une éducation de qualité pour tous les enfants, sans qu'il y ait des contradictions qui se manifestent entre le cadre les enfants d'un côté et de l'autre côté les professeurs qui cherchent à avoir des avantages corporatistes. S'il y a une institution, une école dans laquelle les professeurs sont mauvais, ben personne ne présente son ticket et l'école ferme. Mais alors dans ces cas-là, beaucoup de gens vont me dire oui, mais si on faisait ça en France, on aurait le développement d'écoles religieuses, d'écoles coraniques, potentiellement de Eh ben je crois déviance. très fondamentalement, c'était ce que croyait aussi Milton Friedman, que quand il s'agit de leurs enfants, les gens ont quand même un énorme intérêt dans la bonne éducation de leurs enfants. Et que, bon, il y a peut-être quelques cinglés qui enverraient leurs enfants dans des écoles coraniques où ils n'apprendraient rien, mais d'abord, elles seraient contrôlées par le service de contrôle de l'État. S'ils apprennent que le Coran, probablement, on ne pourrait pas présenter ces tickets, puisqu'il reste pas... Oui, on peut imaginer qu'une fois tous les ans, on doive envoyer deux enfants passer ou bien il y a des inspecteurs qui viennent et qui voient ce qu'on a école, qui interrogent les enfants, comme ça se passe dans toutes les écoles. Et la deuxième chose, c'est qu'en France, on a quand même, qu'on le veuille ou non, un ticket quelque part, c'est l'enseignement privé. Et aujourd'hui, les écoles dans l'enseignement privé font plutôt mieux que les écoles dans l'enseignement public. Et
ça n'est pas parce que les parents sont d'un meilleur niveau, parce que vous avez des écoles privées en Bretagne, etc., ou qui sont tout à fait populaires. Mais ce que ça veut dire, c'est que il y a une sanction pour les mauvais professeurs. Et il y a une sanction pour les mauvaises écoles. Elles ferment, elles ne touchent pas leur ticket. Donc, en quelque sorte, les parents votent avec leurs pieds. Ce qui veut dire que de l'autre côté, c'est qu'il y a une liberté de création des écoles. Et dans un de mes livres, j'avais dit que la France avait la chance d'avoir un personnel enseignant de très grande qualité, et puis une vieille tradition d'enseignement qui remonte à la nuit des temps, et que ça me paraissait absolument essentiel que les meilleurs dans la société aillent dans les écoles. Or, aujourd'hui, cette espèce d'administration qui a remplacé l'éducation fait que ce ne sont pas les meilleurs qui vont dans les écoles, parce que quand vous travaillez pour l'État, au bout d'un certain temps, votre salaire ça devient grotesque, quoi, parce que... Et donc, ce qui ramène un résultat curieux, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus les meilleurs qui enseignent dans les écoles. Quand j'étais enfant au lycée d'Auch, quand j'étais enfant, je passais mon bac, dans le sud-ouest de la France, eh bien, je crois qu'on avait 2 ou 3 professeurs qui sortaient de Normal Sup. Je ne crois pas qu'il y ait maintenant un lycée où il y a des professeurs qui sortent de Normal Sup. D'ailleurs, ils ont baissé encore cette année Ils sont allés chercher, pour retrouver des professeurs, ils sont allés chercher des gens qui avaient 8, en fait. De moyenne. Mais à partir du moment où on fait semblant de payer les gens parce qu'il y en a trop, qui sont on ne peut pas les utiliser comme il faut, il n'y a pas de rationalité dans l'offre d'éducation, en quelque sorte, ce qui se passe, c'est qu'on fait semblant de les payer, ils font semblant de travailler, quoi. C'est toujours la même chose. C'est pay peanuts, you'll get monkeys. Voilà, c'est la vieille phrase américaine. Si on leur paye des cacahuètes et ils travaillent comme des singes, quoi. Mais c'est triste parce qu'il n'y a pas de plus beau métier que celui de l'enseignement. Et là où on a eu du pot, contrairement à ce que les gens pensent, c'est que pendant des siècles, les esprits les plus intelligents dans ce qui était l'Église à l'époque, les jésuites, les maristes, etc., se consacraient à l'enseignement. Et donc, on avait, si j'ose dire, des gars d'une valeur extrême et qui étaient sous-payés, complètement sous-payés. Alors, j'ai l'impression quand même, puisqu'on va parler de Milton Friedman, qu'on décevrait beaucoup de monde si on n'allait pas un petit peu sur les travaux sur la monnaie, qui sont quand même absolument fondamentaux quand on parle de Milton Friedman. Donc, Milton Friedman aussi, j'ai oublié de le dire, a été cofondateur de la Société du Mont Pèlerin, qui est donc une société des économistes libéraux, qui est chez les libéraux quelque chose d'important, sur l'invitation de Hayek. Et il en fut président de 70 à 72, et en 76, Milton Friedman reçoit le prix Nobel d'économie. Oui. Donc, Friedman est aussi principalement connu pour ses travaux sur la monnaie et la théorie quantitative de la monnaie, voilà. Qui n'a pas sorti de nulle part, car on dit effectivement qu'il s'est inspiré des travaux de l'école de Salamanque et aussi d'Irving Fisher. Irving Fisher, sur lequel vous avez beaucoup travaillé chez Gafcal. J'ai beaucoup travaillé sur Irving Fisher, et il s'est aussi inspiré sans doute d'un économiste irlandais qui a écrit en français, qui s'appelait Cantillon et qui a analysé la bulle, l'effet Cantillon, la bulle qui s'est passée avec John Law à Paris. Tiens, raconte un peu, parce que cette histoire est très intéressante quand même. John Law, l'effet Cantillon, c'est un truc... ceux qui en ont l'occasion devraient trouver Traité sur le commerce de Cantillon. Ça a été écrit en 1760 ou quelque chose comme ça, dans les années 1750, avant la Révolution. Et c'est assez remarquable de voir cet homme, donc, qui était un économiste, banquier, qui a écrit un petit traité qui doit faire, je sais pas, 120 pages à tout casser, et qui comprend tout. C'est-à-dire qu'il vous parle, par exemple, de notions qu'on a découvert bien après, comme la vélocité de la monnaie, ou qui parle de l'effet Cantillon. Alors, l'effet Cantillon... Alors, juste, attends, 2 secondes. La vélocité de la monnaie, pour les gens, je rappelle, c'est la vitesse à laquelle, quelque part, dans un cycle monétaire, une fois que vous avez eu l'émission monétaire, c'est le temps que va prendre, en gros, votre billet de 10 € pour revenir à vous. Enfin, comment il va circuler. Quelquefois, les gens vont le mettre de côté, vont le mettre dans un bas de laine, et puis on peut émettre, et puis on se rend compte, comme au Japon pendant certains moments, qu'il n'y avait pas du tout de vélocité, ça ne tournait pas. La vélocité, c'est ça, c'est
comment ça va vite à l'intérieur. Comment ça va vite à l'intérieur. À toi maintenant. Et donc, il a mis en... Et alors, il le décrivait, ce qui est amusant, c'est qu'il décrivait ces notions qui ont été essentielles pour l'économie dans les 2 siècles qui suivaient, mais en langage du XVIIIe. Donc, c'est très curieux de voir des notions modernes décrites avec un français du XVIIIe. Mais c'est très intéressant. Et l'effet Cantillon, il dit, il se passe un phénomène, c'est que celui qui est le plus près du pouvoir politique ou de la Banque centrale est celui qui gagne le plus au moment où la Banque centrale, le pouvoir politique, commence à dépenser. Et il disait, regardez par exemple en Espagne, les gens qui étaient à la cour d'Espagne quand ils ont trouvé l'or, en Amérique latine, les grands d'Espagne, ils vivaient très noblement. Enfin, je veux dire, ils avaient l'or coulé à flot. Mais quand vous étiez un paysan de l'Estrémadure, vous le voyez jamais arriver. Donc, il disait, quand il y a un accroissement inespéré de richesse, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont près de la source de cet accroissement inespéré deviennent extrêmement riches, et les gars qui sont en bout de ligne, eux, ils voient rien du tout. Ça sonne un peu moderne à mes oreilles. Voilà, c'est un peu ce qui arrive aux banques d'affaires, si vous voulez. Elles sont près de la BCE, donc elles gagnent de l'argent, et puis l'ouvrier à Tulle, il n'en voit pas beaucoup, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, c'est-à-dire que c'est une espèce de captation d'une nouvelle création de richesse par la classe dirigeante, et qui sert qu'à la classe dirigeante. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Donc c'est une sorte d'effet radis, c'est toujours près du beurre. Toujours près du beurre, voilà. Ceux qui sont, les radicaux, ceux qui sont près de l'assiette au beurre, rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur, en général, ils s'en sortent bien. Voilà. Donc il s'est inspiré de toute une série de gens comme ça, mais son idée de base, c'était que dans le fond, toutes les périodes d'inflation dans l'histoire ont été précédées par une hausse de la quantité de monnaie. Alors ça c'est la théorie de Milton Friedman. C'est la théorie de Milton Friedman. Quelque part, les inflations ne naissent que par une incompétence des banques centrales. Ou une découverte. Ou une redécouverte. Une découverte d'or. Voilà. On découvre l'Amérique du Sud, on se trouve des minerais à foison, hop, inflation. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu une sorte de percée de création. Ou la découverte des mines d'or en Afrique du Sud. Au milieu du 19e. Et donc, oui, c'est ça. Mais il ne dit pas quelque chose qu'on lui a fait dire et qui est faux, il ne dit pas que toute augmentation de la masse monétaire déclenche une inflation. Non, il dit que les grandes inflations de l'histoire ont été déclenchées par une incompétence ou une émission monétaire non contrôlée, non pensée, non gérée. Alors revenons quand même sur la théorie quantitative de la monnaie. Donc en 1956, le statement, il va falloir y passer, M fois V égale P fois Q. Voilà. Alors c'est-à-dire on va dire, allez. Vous avez la masse monétaire qui est là, la quantité de monnaie dans l'économie, multipliée par le nombre de fois où elle tourne. Par exemple, pendant près de 100 ans aux États-Unis, si vous preniez la masse monétaire qu'on appelle M2, c'est-à-dire les dépôts bancaires, tout ça, elle tournait 2 fois dans l'économie, c'est-à-dire la vitesse de circulation de la monnaie était 2 fois par an. Et ça, c'était égal au prix multiplié par la quantité. C'est-à-dire le nombre de voitures multiplié par le prix de chaque voiture. C'est ce qu'on appelle le PIB. Donc, vous avez 2 équations pour montrer le PIB, les prix multipliés par les quantités, et de l'autre côté, en quelque sorte, l'envers de cette équation, c'est la masse monétaire multipliée par sa vélocité. Et il ne peut pas en être autrement. Donc c'est une tautologie, ça, c'est vrai dans tous les cas de figure, si on le calcule après coup. Mais là, il faut être subtil, hein, je suis confus, ça va être dur. Hein. La plupart des gens la calculent après coup, la vélocité, c'est-à-dire une fois qu'on a tous les chiffres. Et donc font l'hypothèse que V, là, c'est un machin qui est le résultat d'une, comme je l'ai dit, d'une tautologie, c'est-à-dire que ça peut pas bouger. Or, moi, ce que je prétends, et ce que prétendait aussi Milton Friedman, c'est que V elle-même est une variable indépendante. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens peuvent avoir la trouille, et la vélocité s'écroule, et à ce moment-là, le PIB se pète la gueule, mais il se pète la gueule non pas parce qu'il y a moins de monnaie, mais parce que les gens ont eu la trouille et l'ont gardé dans leur matelas. Et donc, à bien y réfléchir, si tu es un monétariste convaincu, tu vas te dire, tu es à la tête d'une banque centrale, tu vas te dire, ok, il va falloir que j'agisse sur mon V. Ben, surtout, alors, ce que dit Milton Friedman, c'est quand V s'écroule, quand la vélocité, quand les gens ont la trouille et mettent tout dans leur bas de laine ou dans leur matelas,
à ce moment-là, la Banque centrale doit agir. Parce que si elle n'agit pas, PQ va s'effondrer. Parce qu'imaginons, les gens ont la trouille parce qu'on leur dit... Vous allez avoir une maladie, allez. Non, mais je dis n'importe quoi, j'extrapole. Il va y avoir une tension sur le marché, les matières premières. On va plus avoir de pétrole, on va plus avoir de gaz. Donc les gens se disent, oulala, c'est peut-être pas le moment d'acheter une nouvelle voiture, voilà. De changer de maison, quoi que ce soit. On va garder tout ça dans un bas de laine. Donc ta vélocité s'effondre. Quand tu es, ou je sais pas, quand on te dit, voilà, le pays à côté est en guerre, ou j'en sais rien. Bon, tout à coup, tu te dis, t'es en Europe en 37, tu vas peut-être pas lancer des grands travaux. Tu en 37 peut-être, mais en 39, probablement pas. Probablement pas. Enfin, je crois qu'à partir de 36, quand même, pas mal de spectateurs commençaient à s'en douter. Commençaient à s'en douter, hein, oui. ça. Donc, c'est tout à fait vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est cette vitesse de circulation de la monnaie, on peut l'appeler différemment. D'ailleurs, Keynes, qui était le grand, pas le grand ennemi, parce qu'il se connaissait bien, mais qui était le grand opposant intellectuel de Milton Friedman. Aparté, si vous voulez rire, quand même, regardez, cherchez le combat de boxe de Keynes versus Hayek. Sur le net. Sur le net, c'est très drôle. Enfin, voilà. C'est bien fait, c'est très bien fait. Parce que Keynes, c'était le lord anglais, et Hayek, c'était un peu le plouc en costume marron pour les Anglais. Ouais. Et c'est très bien fait, c'est assez rigolo, et je crois que certains ont mis des sous-titres, donc en plus on comprend ce qu'ils disent. On comprend ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc ça, c'est fin de la... Alors, si V, ce que Keynes appelait V, c'était la préférence pour la liquidité. C'est-à-dire que si normalement elle est dans une famille normale, on va garder une espèce de matelas de sécurité de 10% de cash. Allez, donc en se disant, bon, 10%, pas dans ma famille où le 20 du mois, il y avait plus de matelas de sécurité, mais enfin, c'était comme ça. Une famille normale, 10% de cash. Mais si d'un seul coup, vous avez la trouille, vous allez dire, je vais faire monter mon cash à 20, à 30, à 40. Et donc, ça entraîne un écroulement de la vélocité de la monnaie. C'est-à-dire que vous mettez votre argent dans un endroit, vous achetez des billets en francs suisses, puis vous les mettez dans votre coffre. Ou un lingot d'or. Ou un lingot d'or, et vous le mettez dans votre coffre. Ou des bonnes bouteilles. Ou des bonnes bouteilles, au moins vous pourrez les boire. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est très intéressant. C'est que la vélocité de la monnaie s'écroule, et l'économie s'écroule. Donc, on est presque comme dans c'est une espèce, presque comme dans une panique bancaire, où si tout le monde va chercher son fric à la banque saute. Donc, de temps en temps, dans les systèmes économiques, il y a des phénomènes de panique qui font que le système se grippe. Et c'est là où, évidemment, on a besoin de l'intervention d'une puissance qui le dégrippe. Par exemple, en Angleterre, les gouvernements anglais, il y a quelques jours, il y a une semaine, 10 jours, a fait une erreur considérable. Il a dit, bon, on a des difficultés d'approvisionnement d'essence, donc pas de panique. Mais enfin, on est en train de traiter le problème. Reviens sur ça, si tu peux expliquer aux gens, parce que je crois que les Français en ont pas pris conscience. En fait, ce qui s'est passé avec le Brexit, entre autres, c'est que comme ils ont contrôlé une partie de l'immigration illégale, certains métiers qui n'étaient pas au prix normaux et qui étaient peut-être sous-traités de façon illégale aussi à des personnes qui étaient sur le territoire. Des Roumains, par exemple. Voilà. Du coup, on ne trouve plus personne, en gros, pour conduire les petites camionnettes. Mais camions. Les camions. Donc, il incombe quand même, mais au gouvernement anglais de revoir les salaires à la hausse et de payer les gens convenablement. Aujourd'hui, j'étais avec un ami qui a des affaires en Angleterre hier, et il me disait qu'aujourd'hui, un chauffeur de camion en Angleterre était payé à peu près, s'il se fait embaucher aujourd'hui, 80 000 € par an. C'est-à-dire beaucoup plus qu'un docteur, quoi. Parce qu'il y a une telle panique. Mais je reviens. Alors, ce qu'a fait l'Angleterre, le gouvernement, c'est qu'il a dit, ne paniquez pas. Donc, tout le monde a paniqué. Donc, immédiatement, tout le monde s'est dit... Oui, quand on me dit ne paniquez pas, je finis par paniquer, évidemment. Mais évidemment. Donc, tout le monde est allé faire le plein. Tout le monde a pris 2 ou 3 jerrycans d'essence. Et du coup, il y a une pénurie d'essence. Et des gens à la pompe qui ont monté les prix 3 fois. Ils n'ont pas vraiment le droit. Parce que si, il y en a qui l'ont fait, je l'ai vu. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, ça tend à résoudre le problème assez rapidement. La panique retombe. Mais donc, grosso modo, il faut bien se rendre compte que l'économie étant humaine, c'est l'objet de phénomènes de panique. Vous avez les crashs, vous avez les bulles, vous avez des trucs. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'une économie capitaliste, c'est la vie est un long fleuve tranquille. La vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. On va de crise en crise. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que le capitalisme ne marche que de crise en crise. Et
Mais en fait, on s'en sort toujours parce que la crise est presque la façon de s'en sortir. C'est la façon dont d'épurer, de faire. Et tandis que le socialiste, lui, il est tout plat, tout tranquille. Là, la vie est un long fleuve tranquille et à la fin, tout le monde est ruiné, quoi. Donc, c'est des choses qui rendent le capitalisme très impopulaire. C'est qu'on n'arrête pas d'en prendre plein la tête pour pas... c'est vrai que ça énerve beaucoup les socialistes en général quand on parle de Schumpeter et du fait que ça puisse justement nettoyer le système. L'idée qu'il faille détruire pour construire est une idée, une idée qui les irrite beaucoup. Mais il est vrai que la conservatrice en moi aimerait mieux que ça se passe de façon... Oui, on aimerait tous que ça se passe tranquillement, mais malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et j'en veux pour preuve que, moi, par exemple, on me dit tout le temps, tu devrais faire de la gym, tu devrais marcher 1000 pas par jour. Je vois pas du tout qui peut te dire ça. Non. Alors là, bonjour maman. Et donc, il est évident que si on fait de la gym tous les jours, quand on est en pleine forme, y a moins d'accidents vasculaires, voilà. Comme si tu manges que des petites soles grillées avec des haricots verts. Avec des haricots verts ou des épinards. Là, et pas de pied de porc et pas de tête de veau. Pas de tête de veau, à ce moment-là... tu vis beaucoup plus longtemps, mais tu t'ennuies beaucoup. Hein. Voilà, ça paraît beaucoup plus long. Ça paraît beaucoup plus long. Donc, on sait tous, et donc la gymnastique, c'est en quelque sorte la crise. Si on fait, c'est pas marrant de marcher sur un tapis. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, mais malheureusement, la plupart des gens font un peu de surpoids, aiment bien leur Bourgogne, enfin des trucs comme ça, et ça n'a pas toujours des effets heureux, quand même. Fument 2 ou 3 cigares par jour. Enfin, bref. Donc, il me semble que essayer d'avoir un système calme, où il ne se passe rien, c'est nier la nature humaine, dans ce qu'elle a de plus volatile. Et le capitalisme, il incorpore la nature humaine, le socialisme la refuse, et on voit les résultats. Et donc, ce disait Milton Friedman, c'est que la vélocité était très importante. Alors, pour moi, c'est une notion extraordinairement importante, mais c'est en opposition avec une grosse partie de l'enseignement, au moins au 19e et au début du 20e, qui disait que la monnaie était comme un voile, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'influence sur l'économie réelle. C'était... Et moi, ce que je prétends, c'est que c'est pas vrai du tout. C'est que la monnaie a une influence. Les taux d'intérêt ont une influence, etc. Donc c'est un très vieux débat. C'est est-ce qu'on peut influencer l'économie réelle, enfin la production de P, de Q, le nombre de voitures, en manipulant la monnaie ou les taux d'intérêt. Alors, attends, parce que indépendamment de l'impact positif que tu pourrais avoir, ça peut avoir des effets négatifs, parce que, alors justement, revenons à Milton Friedman. Quand il parle de la crise de 29, donc, à l'origine, la Fed n'était pas aussi puissante. Et il y a eu des bank runs, c'est-à-dire que tout le monde arrivait au même moment, au début du 19e, pour retirer son or. Et au moment où il y avait une convertibilité qui était acquise du dollar en or, et il y a eu des bank runs pas possibles à New York, à Chicago, dans ces années-là. Du coup, la Fed a pris plus de pouvoir en disant, écoutez, on va gérer ça, ne vous inquiétez pas, quand ça arrivera, et ça arrivera, on mettra de l'argent, on imprimera à tout va, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Or, tu me disais, le type qui était en charge de ça, qui était un type pas complètement crétin, l'adjoint de JP Morgan qui avait traité la crise de 1907, il est mort 6 mois avant la dépression, c'était lui qui est le chairman de la Fed. Et les gars et alors, ce qui s'est passé à l'époque, c'est V s'est écroulé pendant la dépression, enfin avec la crise de... J'ai vu qu'il y avait une destruction de 1/3 de la masse monétaire. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que MV a baissé d'1/3. Et normalement, la Fed aurait dû faire monter la masse monétaire à due concurrence de la baisse de la monnaie, et elle n'a rien fait du tout. Non, elle n'a rien fait. Et du coup, la thèse de Milton Friedman, c'est que la dépression de 1929 avait été créée quasiment de toutes pièces par l'imbécilité de la Fed. Ce qui était vrai. Mais alors, si on arrive à la période d'aujourd'hui, depuis, chaque fois qu'il commençait à y avoir une petite baisse, une petite récession aux États-Unis, légitime, pour nettoyer, la Fed arrive et met plein de pognon.
Et même, elle met plein de pognon alors qu'il ne se passe rien aussi. Une fois qu'elle a commencé à mettre plein de pognon, elle se dit pourquoi pas continuer. Donc grosso modo, on trouve très bien. Milton Friedman avait fait le bon diagnostic de la dépression. Et donc, pour empêcher le retour de la dépression, maintenant, la Banque centrale aux États-Unis va nous amener à la limite à une hyperinflation pour éviter une dépression qui ne se serait pas produite s'ils n'avaient pas agi. Oui, mais alors aussi, il y a un autre facteur, parce qu'à l'époque où Milton Friedman étudiait ces questions, nos États n'étaient pas endettés à hauteur de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ils sont endettés pour pouvoir créer de la monnaie. Ils sont endettés pour pouvoir créer de la monnaie, mais ils ne peuvent plus, du coup, avoir des taux d'intérêt qui permettraient le service de la dette. Mais oui, mais le problème qui se passe, c'est que comme les taux d'intérêt, compte tenu de la dette, devraient être à 5, 6, 7 ou 8%, et qu'on les maintient à zéro. Et qu'on les maintient à zéro, c'est la Banque centrale qui en achète, et donc la masse monétaire explose. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un bon diagnostic fait il y a 100 ans sur la cause de la Grande Dépression risque de nous amener à des problèmes nouveaux, parce que dans le fond, la Banque centrale continue à traiter le problème de la même façon, alors que c'est plus le même. À l'époque, on n'avait pas assez d'argent, maintenant on en a trop, mais il continue. Parce que, vous savez, c'est la vieille blague. Tu sais, cette vieille blague, c'est pour quiconque a un marteau, tout ressemble à un clou, quoi. C'est exactement ce qu'on a. Et pour les banques centrales, tout ressemble à un clou. Pan. Ah oui. Je vais faire de il y a un problème, je mets de l'argent. Et finalement, ça finit par créer plus de problèmes que ça n'en règle. Donc, il a eu raison, ça a marché, et donc tout le monde se mit à faire la même chose, et du coup, ça ne marche plus. Ben non. Oui, bah oui. Alors, l'autre question quand même aussi à propos de Milton Friedman, c'est qu'il a influencé, donc tu en parlais un petit peu en sous-jacent, toute une école de pensée qu'on appelle l'école de Chicago, Absolument. Qui a été donc toute une école monétariste. Monétariste. Alors, on a reproché à Milton Friedman, soi-disant, d'avoir frayé avec Pinochet. Ah oui. Alors, cette histoire... C'est pour ça que tout le monde le déteste, parce que tout le monde, dès qu'on parle de Milton Friedman, on dit « Ah, c'est le type... » Voilà, mais ça, c'est parce que Noémie Klein est allée agiter des drapeaux. Or, il faut savoir que l'histoire de Pinochet, c'est que Milton Friedman était au Chili, il parlait dans une conférence internationale avec plein d'autres intervenants, et Pinochet est venu à cette conférence. Ils se sont littéralement rencontrés, serrés la main dans une pièce avec 14 autres intervenants, et des milliers voilà. Il n'a jamais eu de consultation privée. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'école de Chicago a formé beaucoup de Chiliens. Il faut savoir qu'en 1920, je crois, ou 28, je ne sais plus très bien, l'université de Santiago, de Chili, avait passé un accord avec l'université de Chicago. Ils avaient un échange d'étudiants. Un échange d'étudiants. Bien avant que tout ça se passe. Bien avant. Et alors, les étudiants de l'école de Chicago du Chili, quand Allende est tombé, il y a eu le coup d'État de Pinochet, il y avait un des étudiants qui était au ministère des Finances chilien à l'époque, qui a publié une espèce de bouquin sur ce qu'il fallait faire. Inspiré de ce que des travaux de monétaristes. Et je crois que bon, c'est tombé dans... C'était comme un des rapports qu'on fait l'inspection des finances, si vous voulez, ça va directement dans un tiroir. Puis je ne sais plus très bien, mais je crois que Pinochet est tombé dessus par hasard, et s'est dit, mais ça a l'air bien, et a demandé aux gars de la mettre en place. Ça, c'est comme quand tu construis la Twingo. Voilà. Tu la laisses sur le bureau d'un architecte le 31 juillet, tu pars en vacances, tu reviens le 1er septembre, c'est sur les lignes de production. Et c'est pas exactement comme c'est ça, c'est exactement ça. Genre, mais on a construit le truc finalement, oh mon Dieu. Mais c'était pas du tout ça. Bref. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ça a plutôt bien marché. Donc, le Chili, qui était en faillite, s'est redressé, au point que quelques années après, Pinochet a demandé dans un référendum, est-ce que je dois rester, est-ce que je ne dois pas rester? Le référendum a dit, vous ne devez pas rester, et il est parti. Donc, la thèse de Friedman, c'est que si on fait marcher le capitalisme, vraiment, avec tous ces grands... Ça fait croître toutes les libertés. Ça fait croître toutes les libertés, et on finit par se retrouver en démocratie. Et c'est ce que l'exemple du... Je souligne, je mentionne à ceux que ça intéresse que Cuba, c'était bien avant Pinochet, puisque je crois que le Pinochet est 73 et Cuba, ça devait être en 60. Et qu'à ce jour, Cuba est toujours un pays qui n'est pas libre, mais par contre que toute la gauche adore.
c'est quand même... Parce que moi, j'ai été à Cuba, j'ai passé quelques temps il y a... Je crois qu'on a droit à 2 kilos de riz par personne par mois. Parce qu'il y a une cuisse de poulet, je crois. Il y a des denrées alimentaires, il y a un contrôle pénurie alimentaire. partout. Il y a pénurie partout, donc chaque citoyen a le droit à 2 kilos de riz. Je crois qu'il y a 200 grammes de... J'ai été au Cuba, rien ne marche. L'électricité ne marche pas, rien ne marche, c'est absolument extraordinaire. Bon, ils ont un système de santé qui marche à peu près, mais à part ça, un système d'éducation. Bon. Mais enfin, je veux dire, je comprends même pas qu'on présente Cuba comme l'avenir de l'humanité. Bon, je maintiens ça. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu ce coup d'État, Pinochet a remplacé Allende, l'économie chilienne a redémarré. Et depuis, ça a été une des meilleures économies de l'Amérique du Sud. Mais encore une fois, Friedman n'a rien à voir. C'est pas parce que des gens se sont appliqué des règles de ses travaux que entre guillemets, il serait responsable. Et donc, Pinochet avait demandé à rencontrer Friedman quand il était passé. Ils se sont rencontrés. Mais je signale que, si je me souviens de l'exact, la Chine, Deng Xiaoping avait aussi demandé d'avoir Milton Friedman. Donc, il a ciré la patte à plein de monde. Hein. Je crois qu'il est venu à Paris aussi. C'est un prix Nobel d'économie, donc il a dû serrer la main à pas mal de gens. Il a serré la main à pas mal de gens. Et puis, bon. Donc, le côté monétariste a permis, dans le fond, la réalisation, dans les années 70, 60, 70, oui, à peu près 60, 70 et 80, bien sûr, que laisser la monnaie sous le contrôle de l'État, ça ne marchait pas toujours. C'est un peu ce que disait Clémenceau, laisser la guerre aux généraux, c'est pas sérieux. Donc il y a des trucs qu'on ne fait pas. Je crois que la monnaie est quelque chose de trop important pour être laissé à des banquiers centraux. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était la grande thèse de Milton Friedman. Et ça a permis, dans la grande baisse de l'inflation qui a commencé avec Volcker dans les années 80, bon, on a eu, ça fait 40 ans qu'on a vécu là-dessus, dans le fond, sur l'Internet, ce qui a permis, quelque part, tout un développement économique qui s'est produit. Bon. Donc ça, c'était Milton Friedman, l'économiste, qui a eu un rôle énorme. Ah oui, alors si on parlait un peu plus de Milton Friedman, le libre penseur, oui, qui était capitaliste. Alors, encore une fois, s'il prenait le capitalisme, c'est qu'il pensait que c'était la meilleure façon d'arriver à une situation de liberté. Et ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire d'une classe pauvre dont le niveau de vie monte en dehors du capitalisme. Ça sans dire que ce serait la panacée universelle, l'idée c'était quand même de dire, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui marche, et c'est ce qui marche le mieux pour arriver vers un État démocratique, un État de liberté. Un État de liberté, un État où, dans le fond, encore une fois, les petites gens ont un niveau de vie décent. Un niveau de vie décent sans ce... Donc ça, c'était sa grande idée. Et alors, je voudrais parler, si je peux, un tout petit peu de Milton Friedman, libre penseur. Parce que donc à partir de la période Free to Choose. Free to Choose. Donc on est en 63. 63-64. Où il faisait toutes ses interventions à la télévision sur il a fait des espèces de... c'était des YouTube avant la lettre. Voilà. Où il mettait ça sur les télévisions. Avec cette chose très amusante qui s'appelait « Moi le crayon », reprenant donc un essai de Leonard A. Read, qui était, en gros, le crayon ne sait pas qu'il est un crayon, et pour faire un crayon, on a d'un côté une personne qui va faire la mine de crayon, qui va se faire le bois, qui va le mettre la mine dans le bois. Qui va se dire, il va faire la gomme. Et toutes ces personnes, il n'y a pas eu un cerveau étatique international qui aurait réfléchi qu'il fallait faire le crayon. Toutes ces énergies libres se sont mises en place pour arriver à faire un crayon. Alors on a amené le graphite, on a amené la gomme, on a amené voilà, et on arrive à ce produit sans que personne... Et qui est très bon marché. Qui est très bon marché, sans que personne ne réfléchisse à... De l'utilité du crayon. Voilà. De la nécessité du crayon. Et de la même façon, alors il prenait l'exemple des postes, de la société des postes aux États-Unis, en disant, avant ça, il y avait le Pony Express, qui était très rentable et qui coûtait beaucoup moins cher que les services centraux de police, de poste. Mais un jour, on a dit, voilà, il faut que ça soit étatique. Donc ça a été étatique, ça a coûté aux contribuables 15 fois plus cher que quand c'était le Pony Express. Mais alors que le service était déjà rendu. Mais par contre, si vous étiez dans une petite ville de l'Arkansas, etc., c'était sans doute assez cher d'envoyer du courrier à partir de là. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est un service où tout le monde payait la même chose pour des services différents. Et donc il y avait des subventions croisées qui se passaient dans tous les sens. On y reviendra. Mais donc, je voudrais expliquer quelque chose sur le côté politique
de Milton Friedman. 63, c'est le moment où la guerre du Vietnam commence. Il est, mais vent debout contre. Il est vent debout contre. Oui, parce qu'il sait que la machine à billets va fonctionner. D'abord, il sait ça, la machine à billets, et ainsi il dit... Enfin, les guerres, ça coûte. Les guerres, ça coûte, et en même temps, il ne voit pas très bien ce que les États-Unis ont à faire là-bas. Et à partir du moment où on réintroduit la conscription aux États-Unis, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, il devient vraiment quasiment enragé. Et dans un débat célèbre, il détruit le général en chef américain Westmoreland, qui explique que c'est bon pour les petits jeunes, etc. Mais il le détruit, il a laissé le type, il en pleurait, quoi. C'est celui qui a perdu le Vietnam, le Westmoreland. Donc, d'abord, il est violemment contre la guerre du Vietnam, et pour des raisons morales. Il trouve qu'il n'y a aucune raison. Bon. Ensuite, il est violemment contre ce qui fout en l'air les États-Unis depuis 50 ans, c'est-à-dire la lutte contre la drogue. Il est farouchement en disant, les gens sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et par exemple, il dit, il n'y a pas de raison que 15% des Noirs de moins de 25 ans soient en tôle parce qu'ils font du commerce de marijuana. Je veux dire, c'est complètement... parce qu'il faut voir aujourd'hui le nombre de Noirs qui sont en tôle aux États-Unis. C'est inimaginable, c'est complètement antidémocratique. Et ça avait été fait par les Clinton, etc. Après, donc, grosso modo, il est violemment contre le service militaire, il est violemment contre la drogue. Et quand tu dis la drogue, tu penses toutes les drogues? Il était contre toutes les drogues en disant, après tout, si les gens veulent se foutre en l'air, c'est leur droit. Il disait... Donc ça ne ressort pas du devoir de l'État de contrôler... De contrôler rien du tout. Parce qu'il dit, si vous contrôlez la drogue, le prix de la drogue va monter à des prix extraordinaires, et ça va devenir extraordinairement rentable. Pourquoi? Donc ça crée des systèmes parallèles. Ça crée des systèmes de la prostitution. De la prostitution, ça crée tout ça, et ça pourrit la société, puisqu'il y a ça devient un peu comme le tirage du loto, c'est-à-dire si on réussit à vendre 1 kilo d'héroïne, on n'a plus besoin de travailler tout le reste de sa vie. Mais alors, dans ces cas-là, tu as toujours les gens qui viennent te dire « Oui, mais vous dites ça, mais imaginez que vos enfants, et si vos enfants tombaient dans l'héroïne, est-ce que vous diriez la même chose? Est-ce qu'il n'incombe pas à l'État de protéger dans les écoles » Bon, en tout cas, si on peut dire quelque chose, c'est que ça marche pas. Mais il n'y aurait pas personne... Ça marche pas, en tout cas. D'abord, ça marchait pas. Il n'y a jamais autant de drogue que maintenant, j'ai l'impression. Mais de toute façon, si on l'empêchait, la drogue était en vente libre dans les pharmacies sur présentation d'une carte de docteur disant le gars est drogué, filez-lui son héroïne, personne n'irait dans les écoles pour vendre de l'héroïne à prix coûtant. C'est simplement parce qu'il y a une rentabilité inimaginable de l'héroïne, parce que l'État lutte, et c'est ce prix extraordinaire qui crée le crime. Donc ce que disait Milton Friedman, c'est complètement idiot. On n'a qu'à laisser les gens s'inscrire à la pharmacie pour avoir la drogue au prix coûtant. Et puis ça permet, comme ça, les gens n'iront pas dans voir vendre de la drogue aux petits-enfants. Alors en même temps, l'autre débat, et c'est marrant parce que j'étais donc au débat Onfray-Zemmour qui avait lieu lundi, cette question est arrivée sur le tapis, et effectivement, on peut se poser la question géopolitiquement cette fois-ci, si l'État voulait vraiment lutter, ce n'est pas une fois que la drogue est arrivée sur le territoire, on devrait lutter en amont parce qu'on sait très bien d'où ça vient, d'Afghanistan, on a essayé d'aller en Afghanistan, ça n'a pas bien marché. Oui, ça n'a pas bien marché, mais enfin les trafiquants de drogue, normalement, avec le moindre drone, le moindre machin, on sait bien où ça se passe. Donc si on voulait vraiment buter les mecs... Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires monstrueux, la drogue dans tous les pays. Voilà, donc il y a des gens qui touchent au milieu. Et je suis bien persuadé qu'il y a toute une série... Il y a des administrations au milieu Il y a toute une partie de nos systèmes politiques qui sont gangrenés par la drogue. Parce que nous luttons contre elle. Si le prix était ouvert... Si le prix était ouvert, s'il était à 1/1000 de ce qu'il est, les types ne s'amuseraient pas à faire pousser des coquelicots en Afghanistan. Donc c'était un raisonnement parfaitement logique. Et là encore, c'était un raisonnement plutôt, si j'ose dire, de gauche. Venons-en au ticket d'éducation, là. Il était scandalisé de voir que, dans le fond, toute la population noire aux États-Unis, et là il faut lire Thomas Sowell, avait de bonnes écoles avant qu'on s'en occupe. Et il y avait toute une classe moyenne noire qui avait des... Bon. Ceux qui ne me croient pas doivent lire les statistiques fournies par Thomas Sowell, il donne tous les chiffres, il y avait 3 bonnes écoles.
Et à partir du moment où on a filé des subventions, on a retrouvé la même chose. Le niveau d'éducation dans les ghettos noirs s'est écroulé. En fait, une des théories aussi de Thomas Sowell, qui est donc, rappelons-le, un penseur libéral, libertarien, noir comme on n'en fait plus, qui vient du sud des États-Unis, dans une famille plutôt défavorisée. Il est né dans une cabane où il n'y avait pas d'électricité. Oui, c'est ça, un peu comme dans Forrest Gump. Voilà. Donc, en tout cas, lui constatait qu'à partir du moment où il y a eu les aides aux mères célibataires... le nombre de mères célibataires a augmenté. Voilà, parce que les femmes noires ne voyaient plus du tout pourquoi elles devaient garder des mecs qui étaient un petit peu des bons à rien, ou même pas des bons à rien, mais se disaient pourquoi je m'encombrerais d'un mec, alors que de toute façon, en tant que mère célibataire, j'ai un chèque. Et plus j'ai d'enfants, plus j'ai de chèques, donc tout va bien. Donc il y avait à peu près 7% des jeunes noirs qui naissaient en dehors du mariage dans les années 30, et maintenant on est à 70%. Et toutes les études montrent que la criminalité a une relation très forte avec l'absence du père. Ce qui n'est pas en termes de construction de l'enfant complètement... non, puisque le père c'est censé être la loi, la figure d'autorité, et mettre mère, de temps en temps, je suis désolée pour les progressistes, une bonne taloche quand le gamin fait des idioties à 14 ans. Faire les gros yeux. J'avais un petit-fils, je l'ai toujours d'ailleurs, heureusement, quand il était petit, qui me disait fais les gros yeux, parce que ça, il adorait. Alors je lui disais les gros yeux, il faisait semblant d'être terrifié, on était très contents. On était contents tous les deux. On était très contents tous les deux, mais maintenant il me demande plus de faire les gros yeux, je suis très triste. Mais donc voilà, donc il était, pour lui, c'était aussi le devoir de l'État de s'assurer qu'il n'y avait pas une partie de la population qui ne bénéficiait pas d'éducation. Et c'est un peu... c'est sans doute parce qu'il était... Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais étant d'origine juive, il était monté par l'éducation. Et les juifs montent toujours par l'éducation, par l'enseignement. Donc pour eux, c'est un élément essentiel. Et là, de voir qu'on laissait tomber 13 à 14% de la population américaine, simplement pour des raisons de basse démagogie, ils trouvaient ça scandaleux, quoi. C'était et salé, mais on n'a pas laissé tomber de toute façon, quel que soit. Alors, il a aussi proposé. Ça aussi, c'était pour moi, être de gauche, c'est fondamentalement être pour que chacun ait la meilleure éducation possible, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'était, pour moi, c'est absolument l'abandon par la gauche de l'éducation. C'est une des choses qui me surprend le plus aujourd'hui. À dire vrai, ils ne l'ont pas abandonné. Ils en ont oublié, ils en ont abandonné les critères d'excellence, mais ils l'ont investi comme jamais depuis mai 68 pour en faire une sorte de bourdieuserie égalitariste. Mais égalitariste, ce qui est idiot, parce que le but de l'éducation, c'est que chacun se réalise. Et le but de l'éducation, j'ai envie de dire, au stade où on en est, c'est déjà de savoir lire, écrire, compter. Voilà, est-ce qu'on sait plus en sortant à 16 ans. Et on en est très très loin, parce que quand tu vois certains gamins écrire, même pour les résultats du bac, parce que j'ai suivi les hashtags quand mes filles passaient le bac, j'étais effarée de me dire ça, c'est des gamins qui passent le bac, et on en est à pas savoir faire la différence entre un démonstratif et un possessif, des C, des S, c'est une catastrophe. Je ne parle pas des pluriels, je ne parle pas de l'utilisation du verbe être à la place du verbe avoir. J'ai l'air d'une vieille conne en vous disant ça, mais moi ça me hérisse. Je ne parle pas d'accords de participe passé, parce que ça on les fait tous. Mais parce que le COD avant le sujet, bon, ça c'est une règle. Hier, on en discutait d'ailleurs, pardon, mais le verbe appelle. Est-ce qu'on peut parler du verbe appel au présent? Ça prend 2 P, 2 L, sauf appelons, où là, 2 coups, ça prend 1 P, 1 seul L. Mais pourquoi? Qui est le terroriste du quotidien, qui sait dire, tiens, tu appelles 2 P, 2 LES, et nous appelons 2 P, 1 L. Je sais pas, il y a des gens, c'est le supplice du palsécam, là. Ils ont fait ça pour la dictée de Pivot, à mon avis. Non, mais c'est pas possible. Bon. Ce que je veux dire, mais ça, bon, c'est une forme d'éducation. Mais bon, l'éducation, maintenant, venons-en à une idée aussi qu'il a eue, mais c'était plutôt de gauche, encore une fois. L'idée qu'il a eue du revenu universel. Parce que c'est lui qui était à l'origine de l'idée du revenu universel. Ça paraît curieux, hein, mais encore une fois, c'est Milton Friedman. Oui, mais alors attention. Le revenu universel aux États-Unis, et on est dans les années 60. Oui. Parce que d'aucuns nous prennent le revenu universel, je ne citerai pas de nom, mais d'aucuns prennent le revenu universel
pour dire oui, mais il faudrait le mettre en France et donner un revenu universel. Sauf que en France aujourd'hui, on sait très bien quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on reprend les trucs qu'on a donnés. Donc on voudrait faire un revenu universel et vas-y que je te le mets sur les allocations familiales en plus, sur le revenu de parents isolés, sur le patin, sur le couffin. Alors là, non, mais en plus, ce qu'il disait était extraordinairement intelligent. Sans compter qu'on n'a plus le pognon. On n'a plus le pognon. Mais ce qu'il disait était extraordinairement intelligent. Il disait, voilà comment on va faire le revenu universel. Imaginez qu'un gars ait une productivité qui soit équivalente pour un employeur à $500. Et imaginez que par une imbécilité, qu'il ne puisse pas vivre avec $500. Il n'y a pas assez, il ne peut pas vivre. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt que qu'il ne trouve pas de boulot et qu'on lui file $1000 pour qu'il puisse vivre comme ça, parce qu'ils font le revenu le RSA. Voilà. Il dit non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire embaucher par un entrepreneur à qui il va coûter $1000. Mais par contre, lui, il va gagner que 500, donc il y a une perte de 500. Ben, l'État paye les 500. Et puis ensuite, quand le gars commence à savoir un peu travailler, il va rapporter parce que le 700. Temps où tu t'occupes, toi, imagine, t'es entrepreneur, le gars, il arrive, il sait rien faire, tu dois faire du babysitting. Tu dois faire du babysitting, mais tu lui apprends. Il faut lui filer des clés, il faut l'attendre le matin. Donc petit à petit, ce que tu fais, c'est une fois que le gars arrive à $1000, ben à ce moment-là, l'État cesse de verser de l'argent à l'entrepreneur, de rentabilité, le gars rapporte 1000, il touche 1000, et puis en plus, il peut monter. Comment tu sais que l'entrepreneur sera de suffisamment bonne foi pour pas continuer à dire pour non? Pour une autre simple, il y a un truc qui s'appelle le marché. Si le gars rapporte 1000 et est payé 500, ben lui, il va pas être idiot, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher et qui viendra le chercher à 1000. C'est ce qui se passe en ce moment pour les conducteurs de camions. Hein. Donc, tu vois, c'est pas difficile. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait monté un système qu'il appelait d'impôt négatif, où dans le fond, s'il t'embauchait des gars qui n'avaient pas la rentabilité, ben, l'État te payait la différence entre la rentabilité et ça, c'était une façon de faire re-rentrer les gens dans le marché du travail, et tout le monde était heureux. L'entrepreneur, parce que il avait un gars qui, dans le fond... s'il était bien, et ça lui permettait de former quelqu'un et de le garder sur le long terme. Et il avait l'impression aussi qu'il faisait un travail utile, puisqu'il prenait des gens que l'éducation nationale avait raté, en quelque sorte. Et puis de l'autre côté... Tu te retrouves avec le gars qui, à la place de se morfondre dans sa chambre et de devenir enragé, se trouvait dans le marché du travail avec des copains. Ça, c'est très important. C'est très important de réintégrer les gens et aussi de donner une dignité par le travail. Une dignité, le type, il travaillait. Et cette idée de l'impôt négatif est une idée extraordinairement brillante. Et les gens l'ont prise et ont dit non, ce qu'on veut faire dans le monde dans lequel on va rentrer... C'est juste de filer du pognon. C'est juste de filer $1000 au gars qui fait rien. toute dignité au travail et toute implication quelque part de l'entrepreneur. Bien sûr, mais les 1000 là, ils sont taxés sur quelqu'un et probablement sur l'entrepreneur. Donc ça veut dire que l'entrepreneur en question, pour qu'on puisse payer le 1000 au gars qui ne fait rien, il va devoir virer 2 ou 3 gars à 1000 qu'il ne peut plus payer parce que ses impôts ont augmenté. Donc c'est d'une bêtise crasse. Et là encore, c'est une idée de gauche, l'impôt négatif. Donc ce qui me sidère, c'est que quand je regarde aujourd'hui les grandes idées qui mènent le monde, l'amélioration de l'enseignement par le ticket d'un, ce qu'ont fait les Suédois, c'est une idée de Milton Friedman. Et c'est fondamentalement une idée de gauche puisque ça cherche à améliorer le sort des plus défavorisés. L'impôt négatif, la même chose. Enfin, tout ce qu'il faisait, c'était pour essayer d'aider la classe la moins favorisée à être traitée avec dignité et avec égalité. Il en venait. Il en venait, c'était un fils de tailleur roumain, un petit juif roumain qui avait été élevé. Comme Finkielkraut, comme Zemmour. Comme Zemmour, exactement, c'est exactement ça, c'était tout à fait le même genre. Deuxième génération. Et qu'on ait transformé ce gars-là en un parangon de la droite pure et dure, fasciste, etc. C'est une contre-vérité, mais inimaginable. C'est même pas une contre-vérité, c'est une trahison, quoi. Alors qu'il était plutôt, en plus, un socialiste libertaire, d'une certaine façon. Non, mais il était social-libertaire. C'est-à-dire qu'il voulait prendre il revient à son premier bouquin, qui était « Comment améliorer le sort des gens ». Il s'intéressait pas tellement à comment moi je peux avoir bonne figure, il s'intéressait à comment améliorer le sort des gens. Quand vous voyez un âne comme Bertrand là qui dit il faudrait que chaque entrepreneur donne 2000 € le jour de mon élection, je dirais qu'il faut que donne 2000 € aux gens qui travaillent chez eux pour peu qu'ils soient rentables, c'est une imbécilité rare, quoi. Qu'est-ce qui lui donne le droit
dire que chaque entrepreneur donne 2 000 € à des gens, indépendamment de ce qu'ils font, de leur situation, du travail qu'ils font. Donc vous voyez toute la différence entre un crétin, Bertrand, qui cherche à faire croire... Séraphin Lampion. Séraphin Lampion. Vous savez, c'était celui dans Tintin qui vendait des assurances Modas. Des assurances au capitaine Haddock. Mondas. Oui. Mondas Assurance. Et donc, bref, c'est Séraphin Lampion, Bertrand. Et de l'autre côté, vous avez un type qui, de façon extrêmement intelligente et réfléchie, cherche à aider les gens d'en dessous. Et celui qu'on nous présente comme le monstre de droite affreux, c'est... et démagogue et méchant, c'est Milton Friedman. Et celui qui veut se présenter à l'élection présidentielle française, c'est Bertrand. Mais Bertrand, il n'aurait jamais dû faire autre chose que de vendre des assurances, quoi. Il n'a pas la capacité. L'autre chose que disait aussi Milton Friedman, qui était assez intéressante, c'est qu'en s'opposant au discours de Kennedy, qui disait « ne dites pas ce que vous pouvez faire, ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays », il disait « mais enfin, on n'a pas à se poser la question de ce qu'on peut faire pour le pays ou ce que le pays peut faire pour nous. Nous, ce qu'on doit faire, en tant que personne, c'est déjà de s'occuper de soi-même et de faire en sorte que l'État ne nous enquiquine pas. C'est la seule chose qu'on a à faire comme rapport à l'autre. L'État doit être là pour nous permettre d'avoir, par exemple, des contrats entre parties civiles. Entre parties civiles, avec un minimum de sécurité juridique, bancaire, voilà. Et puis ensuite, laissez-nous bien tranquilles. Ah, bah que l'État se borne à être juste, nous nous bornerons à être heureux. Voilà, exactement. Redis-moi ça. Que l'État se borne à être juste, nous nous bornerons à être heureux. C'était de Bastia, ça, non? C'était de Bastia. C'était de Bastia. Ben, c'était la même chose. Je ne sais pas si c'est borné, ça doit être un autre terme, mais bon. C'est ça, mais c'est... Donc, alors la prochaine chose... Et maintenant, je voudrais... Se contente d'être juste, nous contenterons d'être heureux, c'était quelque chose comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Nous nous occuperons d'être heureux. Et maintenant, je voudrais vous parler de Milton Friedman que j'ai connu, parce que... Pourquoi The Crazy French Guy. The Crazy French Guy. Oui, c'est comme ça qu'il appelait Charles. Oui, Rose, come and see the Crazy French Guy. Oui, c'est ça. Quand j'avais été lui rendre visite, il avait appelé sa femme en disant « il y a le Français fou qui vient là ». Oui. Alors, il faut voir, il devait faire 1m54. Non, j'exagère, il faisait quoi, 1m64? Oh non, il devait faire 1m60. 1m60, c'est ça? Sa femme faisait 1m50. Alors, en fait, t'étais un elfe qui allait voir des hobbits. C'était exactement... Pour le 7e repas de la journée. Pour le 7e repas de la journée, c'était exactement ça. C'était charmant. Et j'y allais avec mon fils. Et aussi curieux que ça paraisse, puisqu'on a parlé de la belle et de la monnaie, Louis, qui sortait de son université aux États-Unis, Duke, d'abord Rose l'a dit, mais enfin, Rose Friedman l'a dit, mais enfin, Duke, c'est pas une bonne université pour l'économie, qu'est-ce que vous êtes allé foutre là-bas? Et donc, Louis était un petit peu... J'avais trouvé ça rigolo. Et ils ont discuté avec Louis pendant 2 heures de la vélocité de la monnaie. Avec un gamin à l'époque, un gamin de 21 qui sortait de 21 ans. Et lui, il était prix Nobel d'économie, il était le créateur de la théorie monétaire. Il aurait pu dire, mais je vais pas, vous êtes gentil, mon petit. Pas du tout. Et en plus, il écoutait avec soin les arguments de Louis et il n'utilisait jamais l'argument d'autorité. C'est-à-dire de dire, enfin, taisez-vous, vous n'y connaissez rien, moi, ça fait 40 ans que je le fais, vous n'allez pas m'apprendre. Non, il était là-bas très, très intéressé. Donc c'était formidable. On sentait que quand il avait un enfant en face de lui, enfin un gamin de 20 ans qui apprenait, il était dans son élément. C'est-à-dire que sa vie, c'était l'enseignement. C'était de faire comprendre aux autres comment ça marchait. D'arriver à les amener au point d'épiphanie. Voilà, où ils avaient dit, oh quoi, j'ai compris, ça y est, Eureka. C'est en ça qu'il a formé une école aussi. C'est pour ça qu'il a formé une école, parce qu'il avait cette volonté de transmettre par le haut, et ça c'était remarquable. Aussi, je vais vous donner un autre exemple qui pour moi a été fascinant, c'est donc, il a eu la gentillesse de me donner une 4e de couverture pour mon livre, hein. Vous savez, Les Lions menés par des ânes. Et alors il s'est passé un phénomène curieux là, donc il lisait le français très bien, il n'aimait pas le parler, mais il le lisait très bien. Et donc, je lui donne mon premier manuscrit. Il me dit, mais Charles, vous avez fait une erreur considérable. Alors j'ai dit, merde, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il me dit, vous confondez rentabilité du capital et taux de croissance des profits. Ah mais ça, c'est ce que tu reproches à Piketty aussi. Exactement. Mais c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait une différence essentielle entre les deux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une entreprise la boulangerie. Comme la boulangerie, qui gagne 5% par an, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas réinvestir à 5%. Parce que les gens ne vont pas manger 2 baguettes par jour. Et voilà. Donc, la rentabilité marginale, le taux de croissance de cette entreprise est de 0.
elle a arrivé à un point, comme un seuil de Peters chez Voilà, l'humain, c'est-à-dire son seuil d'incompétence. Elle est arrivée, elle ne peut pas aller plus haut. Elle ne peut pas aller plus haut, parce que les gens, bon, sauf si elle prend un hélicoptère, et encore ça. Mais enfin, je veux dire, tu jettes des pains, tu ne vas pas gagner d'argent avec. Et donc, il y a deux choses, il y a la rentabilité du capital, et il y a le taux de croissance des bénéfices. Qui n'est jamais infini pour toute entreprise. Qui n'est pas entreprise, qui peut avoir une période exponentielle, mais ça ne dure jamais. Et donc, il m'a dit, mais vous confondez les deux. Et donc, j'ai dû réécrire la moitié de mon bouquin, parce que je me suis dit, même bon sang, mais c'est bien sûr. Damned, mais c'est bien sûr. Damned, c'est bien sûr. Et alors, la façon dont j'ai découvert Milton Friedman, c'est très curieux. J'avais un vieux client aux États-Unis, quand j'étais jeune, j'avais 30-35 ans, à qui j'envoyais mes papiers, qui était un client qui me payait. Et il était très copain avec Milton Friedman. Et il lui envoyait mes papiers en douce. Parce que comme les papiers étaient payants, on n'est pas censé les forwarder. Enfin, et à l'époque, il n'y avait pas de coupé-collé. Il n'y avait pas de coupé-collé. Donc il devait les envoyer par fax. Il pouvait les envoyer, peut-être faire une photocopie, l'envoyer par lettre. Enfin bref. Du coup, Milton Friedman s'était lié à lire mes papiers, ce qui était déjà un grand honneur. Puis un jour, j'ai reçu une lettre donc, de Hoover Institute, signée en bas Milton Friedman, senior analyst, qui m'a fait pleurer de rire, parce qu'enfin, il était prix Nobel, honorary chairman de Chicago, enfin bref, il signait analyste, parce qu'il me faisait le poiler, quoi. Et il me dit, tiens, j'ai lu votre papier, je l'ai trouvé bien. Milton Friedman. J'avais la main qui tremblait. Alors j'ai répondu d'une main qui tremblait. Et alors, je l'ai mis immédiatement sur la liste de nos diffusions gratuitement, qu'ils les reçoivent directement, pas par... Donc à faire, pas par bulle papale. Et c'était très curieux parce que de temps en temps, il m'envoyait une petite lettre en disant ça c'était très bien, mais alors là, vous avez dit quand même une grosse bêtise. Donc il essayait quelque part... De te faire grandir. De m'améliorer en... Il s'était dit, tiens, il pense pas comme tout le monde, celui-là c'est intéressant. Il y a l'autre qui ronfle. Là. Oui, l'autre qui revient de ton côté, je peux pas l'atteindre. Et ensuite, on a correspondu pendant des années comme ça, mais tout à fait épisodiquement, et c'était toujours lui qui était à l'origine de l'échange. Une ou deux fois, je lui ai envoyé des questions, il n'a jamais répondu, parce que il devait trouver que j'étais nul. Non, mais parce qu'il devait être en train de répondre à quelqu'un d'autre, parce que sa curiosité avait été piquée sur le truc, du coup, il t'écrivait. Mais toi, si tu lui posais une question, il devait se dire, oui, j'y répondrai, puis à mon avis, comme c'est des esprits qui... sont toujours en action. C'était un homme, il était tout à fait... c'était un enseignant né. C'est-à-dire qu'il était heureux quand il était en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et ça, et voilà. Et je voudrais presque terminer. Donc c'était un homme... Tu peux, je crois qu'on est... on est dans les temps, mais je crois que ce dont souffre la France aujourd'hui, je l'ai écrit à plusieurs reprises, d'abord, c'est d'un déficit d'admiration. Il y a aujourd'hui, à la génération des petits jeunes, là, il n'y a plus un homme qu'on puisse admirer. Quand j'étais gamin, moi j'en avais 25 que je pouvais admirer. Vous pouvez y aller de Sartre à Jouvenel, à Camus, en passant par Revel, Aron. Enfin, il y avait 25 esprits puissants qu'on pouvait admirer. Maintenant, je ne sais pas qui je peux admirer. Je ne vais quand même pas admirer Bernard-Henri Lévy, quoi. Faut pas déconner. Donc ça, c'est la première des choses. Et qui donne aussi la fierté d'être français. Et la fierté d'être intellectuel, c'est-à-dire ce truc de dire, c'est moi qui pense. Je ne répète pas la pensée de quelqu'un d'autre, j'ai réfléchi et voilà ce que je pense. Et ce truc de dire voilà ce que je pense est quand même la base de la citoyenneté. C'est-à-dire, vous réfléchissez, ça me paraît absolument essentiel. Et ça, c'est ce qu'il cherchait à extraire de tous les enfants qu'il a pu avoir. Donc ça, c'est la première des choses. Et aujourd'hui, je pense à lui qui était donc un professeur né, un professeur de génie, puisqu'il a créé une école. Et je me dis, dans l'éducation, ces gens-là n'y vont plus. Et ça, c'est aussi une perte inouïe. Donc, c'est une perte pour les enfants, mais c'est aussi une perte pour le pays, c'est-à-dire cette espèce de joie de la transmission, de l'effort intellectuel, de l'ascèse. Ça fait 20 ans qu'on étudie un sujet, on le connaît bien. J'ai eu le plaisir de recevoir ici un monsieur qui a été enseignant toute sa vie, qui s'appelait, je crois, hier... comment il s'appelait, celui qui a enseigné Nogues ou... Non, pas du tout. Attends, parce que là, du coup, tu l'effet de ce que tu voulais dire. Donc, voilà. Le monsieur qui... Donc, attends, je veux pas dire il était professeur d'université à l'Université catholique d'Angers. Et bon, c'était un homme remarquable. Et il était incroyablement compétent, incroyablement
savant sur ces sujets, et doux dans l'expression et dans l'effort de faire comprendre aux autres. Et il vient de prendre sa retraite. Et je me dis, combien en reste-t-il de ces gars-là? C'était cette espèce de lent travail de formation d'une élite incroyable de professeurs auquel la France s'est livrée pendant, allez, 10-15 siècles. Et maintenant, je ne sais pas où ils sont... Si, tu en as, regarde des gens comme Chantal Delsol, Philippe Nemo, mais ces gens-là ne sont pas exploités. Voilà, ils sont laissés dans des coins. Alors, à l'époque, France Culture faisait des petites émissions. Enfin bon, pour l'impact que peut avoir. Enfin bon, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, mais en même temps, c'était... Raymond Aron, c'était un seigneur, c'était une espèce de... Quand Raymond oui, mais là, Aron tu repointes du doigt ce dont on a parlé beaucoup de fois, c'est-à-dire la lente déliquescence de la culture et aussi de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie en France. C'est ce que tu disais, mon oncle à l'époque était professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, dirigeait la chaire de droit constitutionnel. Quand tu étais professeur de droit constitutionnel à Bordeaux dans les années 60, tu étais quelqu'un. Ça avait été l'élève d'Ellul. Il écrivait au Dalloz. Voilà, aujourd'hui, un professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, je ne sais même pas si les étudiants connaissent son nom. Tu as 20 personnes qui lisent la revue Dalloz, qui doivent... Non mais voilà, donc on n'est pas... Je ne sais même pas si des conseillers d'État savent qui il est. On avait une classe en France de super intellectuels qui étaient sélectionnés de façon extraordinairement compétitive. Et on était un des rares pays à avoir ça. Puis il y en avait en Angleterre, et puis il y en avait en Allemagne, et puis il y en avait aux États-Unis. Mais aux États-Unis, souvent, c'était les super intellectuels des 3 ou 4 autres qui allaient aux États-Unis pour terminer leur carrière, quoi. Et maintenant, cette classe de super intellectuels a disparu. Et je crois que il est d'accord, lui. D'ailleurs, ça le fait ronfler. Donc, pour moi, avoir connu personnellement l'un de ces super intellectuels et d'avoir compris à quel point il était passionné par l'éducation, par la transmission, parce qu'il a écrit des livres, il a fait des séries télévisées qui sont vendues à des dizaines de millions d'exemplaires. Hein. Qu'on peut trouver sur YouTube, d'ailleurs. Qu'on peut retrouver sur YouTube. Bah, mais je crois qu'il faut parler anglais, parce que toutes ne sont pas sous-titrées. Ne sont pas traduites. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu bien de la chance de connaître un super intellectuel qui était un homme bon. Et j'essaye désespérément de rencontrer Thomas Sowell. Mais j'y arrive pas. Parce que lui, il a 92 ans, 93 ans. Il vit aussi en Californie. Il vient de sortir un nouveau livre. Mais... il doit être bien désespéré dans la période qu'il vit actuellement. Le pauvre, oui, il doit être très dur pour lui. Bon, écoute, je crois qu'on a rendu un bel hommage, ce qui était un peu le but aussi de cette session, de cette capsule, de rendre un joli hommage et de parler un peu de Milton Friedman, de son travail et de sa legacy, comme on dit en anglais, de ce qu'il a laissé. De lui en tant qu'homme. De lui en tant qu'homme, de ce qu'il a laissé derrière lui. De le rendre effectivement plus humain. Je vous invite plus que jamais donc à lire, si vous pouvez acheter ce petit ouvrage Capitalisme et liberté. Sinon Freedom to Choose, c'est bien aussi. Hein. Enfin, la liberté de choisir. La liberté de choisir est très bien aussi. C'est plus... ça, c'est vraiment toute la partie monétaire, en tout cas, est de très haute tenue. La partie fiscale et la partie monétaire est de très haute tenue. Et toute la partie sociétale aussi sur la fin. Il y a toute une partie aussi sur les impôts et pour ou contre... l'impôt sur les successions, c'est très bien argumenté. Voilà, je ne vais pas me relancer sur le sujet, je pourrais vous l'expliquer, mais ça, je voudrais clore. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec plaisir, vous pouvez les poser en dessous ou sur notre site. Et merci de nous avoir suivis encore une fois. Et je vais terminer avec une de ses blagues, parce qu'il adorait les blagues. Il faisait des blagues tout le temps, il était marrant comme tout. Il disait, écoutez, si on paye des gens, on n'a rien à foutre. Et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. Écoutez, c'est une logique imparable. Et sinon, oui, allez voir le recueil de ces citations. Vous en avez sur Wikibéral, le site des libéraux, c'est assez drôle. Il avait beaucoup de mots pour rire. Et c'était un homme très gai, donc c'est toujours important. Ça. Gai comme un pinson. Voilà, merci encore pour tout et à très bientôt.